Bonsoir tout le monde. Good afternoon everyone. On m'a demandé de faire un tour au Canada et lorsque la conférence de Montréal était prévue, on m'a sollicité pour faire un saut sur Ottawa, où m'a-t-on dit, il y a aussi une communauté très active, même si elle n'est pas aussi massive qu'à Montréal, nous le savons tous, mais qui essaye d'apporter de la manière la plus rigoureuse, la plus rationnelle, sa contribution au travail du Congrès des Kabyles du Canada, dont je pense que pour une fois, il y a réellement une manière de concevoir la présence de notre communauté à l'extérieur avec une vraie vision, avec une vraie ambition, avec une vraie fraternité dans les approches qui consiste effectivement, comme votre président vient de le dire, à montrer que le débat n'est pas nécessairement confrontation, n'est pas en tout cas violence, et que cette belle tradition québécoise qui consiste à faire de l'échange apaisé un moyen de communiquer et non de s'investiguer est réellement une des sources qui font les communautés les plus stables et les plus fécondes. Donc je suis vraiment très content d'être parmi vous parce que cette organisation, cette association tire vers le haut sur des valeurs qui sont les nôtres, mais dont votre président a fort justement dit qu'elles pouvaient être de résonance universelle. Je ne reviendrai pas sur tout ce que vous savez en matière de solidarité, de partage, d'expression démocratique dans les assemblées millénaires qui ont survécu à toutes les turpitudes, à toutes les épreuves et à tous les abus. C'est donc dans ce cadre-là que je suis venu vous faire part de ce qui se passe en Algérie, parce que d'une certaine manière, ce qui est en train de se dérouler encore aujourd'hui consiste réellement à essayer de se réapproprier la parole libre, à essayer de donner la place que chacun mérite dans la cité démocratique. Thugdouth, Saanazar Gorna, Essegir, Aini Dnadi Thmani, Aini Fiqh, Sunaini Fiqhouthen, Athani Ma, Yugal Tigrin, Silgar, Arshar, Sidzir, Amatsaman Rast, Tavaratni, le Soumam, Atsan Lagashi, Imdanen, Muram Quran, Zalam Quran, Imdanen Mourthen Zayer, Essegir Nasirbi. Donc je pense que c'est déjà une grande victoire du fait que ce message de l'État démocratique et social qui a été débattu par des véritables combattants de l'intérieur 2 ans simplement après le déclenchement de la guerre de libération et qui a été violemment combattu autant par les forces militaires ou populistes que par leurs tuteurs extérieurs, reviennent aujourd'hui sur la scène politique algérienne. Il m'est arrivé de passer des heures et des heures dans les marches, pas tellement pour savoir ce que disaient les gens, au bout de 2-3 marches on sait ce que c'est, mais surtout pour voir comment ils fonctionnent, comment ils comportent, qu'est-ce qui les anime. Eh bien je peux vous dire qu'il y a quelque chose de fondamental dont je n'ai pas tous les détails, tous les ressorts qui viennent de se dérouler dans la société algérienne. Et naturellement, tout le monde, et légitimement, demande, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et la suite? Comment faire aboutir ce formidable élan? Je disais ce matin à Radio-Canada à Montréal, l'image du pays qui a été dégradée par le système politique qui sévit depuis 1962 vient d'être réhabilitée, honorée, crédibilisée par la rue, c'est-à-dire par le peuple. Une fois ceci fait, il faut maintenant essayer de voir, comme on dit au rugby, comment transformer l'essai. Et c'est le moment où cette question se pose avec le plus d'acuité. Parce que dans les premières semaines, les déceptions ont été grandes, le doute s'est installé dans la collectivité nationale et beaucoup se disaient, est-ce que ça ne va pas être encore une petite flambée, une petite fièvre qui va descendre au bout d'1 ou 2 semaines? Il fallait donc, prendre le temps de voir si cette dynamique allait durer, 2, si réellement elle allait être portée par l'ensemble des régions du pays, 3, si l'essentiel de son message
était inscrit dans la demande de la perspective démocratique. Cela est fait maintenant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de nouvelles questions se posent en ce qui concerne cet élan révolutionnaire, parce que c'est une révolution. Lorsqu'un peuple se lève dans tous les espaces de son territoire, lorsque cette insurrection entraîne l'ensemble des catégories sociales, lorsqu'elle implique l'ensemble des générations, lorsqu'elle transcende la quasi-totalité des opinions, nous sommes bien face à un mouvement d'expression révolutionnaire, sans compter que pour l'instant, l'essentiel des messages qui sont exprimés dans tout le pays demandent très explicitement, 1, à la rupture radicale avec le système en place, 2, à l'instauration d'un État démocratique, d'un État civil qui doit se substituer à l'État militaro-policier. C'est un élan révolutionnaire. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? D'abord, vous avez suivi la position de l'armée, parce que fondamentalement, le problème de l'Algérie peut être réduit à un mot: militaire. Depuis maintenant 1957, c'est-à-dire bien avant la guerre de libération. Il s'agit d'émanciper la nation de cette tutelle militaire pour faire du citoyen l'arbitre de la cité. Et c'est exactement ça qui est en débat dans la rue algérienne. Initialement, l'état-major, avec son chef, avait résolument pris option pour le 5e mandat d'un candidat dont on dira qu'il était dans l'agonie. Il a fallu que la rue parle, notamment à partir du 22 février, où l'explosion populaire a gagné l'ensemble de la population nationale, pour que l'armée commence à sentir que la position de maintien de la candidature de Bouteflika était absolument impossible. Et c'est la rue qui a fait pression pour que l'armée lâche son tuteur. Donc la position de l'armée contre Bouteflika n'était pas quelque chose qui était délibérément consenti, c'est une contrainte de la rue, c'est mécanique. C'est la rue qui a obligé l'armée en gros à faire le choix. Ou vous partez tous les deux, ou vous lâchez, le symbole de ce qui est vécu comme la corruption institutionnelle, la violence, les fraudes électorales, et vous connaissez tous les travers qui minent la vie publique. Mais très rapidement, chassé le naturel et revient au galop, l'armée a été tentée par une reprise en main du pouvoir autoritaire. Aujourd'hui, les médias publics sont pires qu'à l'époque de Bouteflika. Aujourd'hui, des citoyens se font arrêter injustement dans la rue parce qu'ils ont brandi un emblème à Mazir, parce que quelqu'un a osé mettre une critique contre le chef d'état-major, même responsable de la guerre de libération que je connais très bien, le commandant Khadr Bourga, est aujourd'hui, au moment où je vous parle, encore en prison parce qu'il a émis un avis critique contre la position de Gaïd Salah. Plus grave, on est reparti vers la maladie de tous les gens, de tous les régimes totalitaires, l'instrumentalisation de la justice. On utilise la justice pour régler des comptes politiques. Évidemment, on en profite pour éliminer un certain nombre qui méritent certainement d'être en prison, mais c'est une justice très sélective. Tous les corrompus ne sont pas en prison, et tous les gens qui sont en prison aujourd'hui ne sont pas des corrompus. Plus grave, il y a maintenant quelques jours de cela, Gaïd Salah a fait signer à un chef de l'État illégal et illégitime, je reviendrai là-dessus, un décret qui donne à la police politique une autorité judiciaire, policière, et qui quasiment échappe à tout contrôle. Vous savez tous maintenant que depuis le 9 juillet, l'Algérie est dans une situation d'apesanteur constitutionnelle. Nous sommes un pays qui n'a aucun référent constitutionnel, c'est-à-dire il n'y a aucune légalité qui justifie la présence de ces gens-là au niveau du gouvernement. La constitution algérienne dit qu'en cas de décès ou de démission du chef de l'État,
un président intérimaire qui est le chef du Sénat prend le relais pendant 3 mois, et au-delà, il faut impérativement qu'il y ait des élections, et avant, il faut impérativement qu'il y ait des élections pour qu'un nouveau chef de l'État, légitime, ou en tout cas légal, puisse prétendre à la représentation symbolique et politique de la nation. Il n'y a pas eu d'élection, parce qu'il n'y avait pas de candidat, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le chef de l'État, en poste intérimaire, est un imposteur. Aucune règle constitutionnelle ne lui donne le droit de se prévaloir de la fonction du chef de l'État. Plus grave, au regard de la constitution algérienne, qui est un régime hyper présidentiel, le chef de l'État est le premier responsable de l'exécutif. C'est-à-dire que lorsque le chef de l'État est illégal, le gouvernement tombe de fait. En d'autres termes, même Gaïd Salah, qui est vice-ministre de la Défense, n'a pas le droit de se prévoir aujourd'hui de la mission qu'il spolie. C'est assez inédit. Nous sommes, à ma connaissance, un des rares pays qui est en temps de paix, qui n'est pas en guerre avec un adversaire extérieur, et qui n'a plus de légalité par rapport au propre texte que le pouvoir s'est donné. Tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui s'est commis depuis le 9 juillet est illégal, est une imposture. Plus clairement, Ben Salah, aujourd'hui, n'a pas plus de pouvoir que vous ou moi au regard de la loi, ou que n'importe qui d'entre nous ici. À cela s'ajoute un autre problème qui est grave et dont on ne parle pas beaucoup, c'est la situation socio-économique, qui est extrêmement critique. Vous savez peut-être qu'en prévision du 5e mandat de Bouteflika, son premier ministre de l'époque, qui est aujourd'hui en prison, avait décidé de satisfaire les problèmes des citoyens avant la reconduction du chef de l'État en recourant à la planche à billets, c'est-à-dire en fabriquant de la fausse monnaie en réalité. Il y a eu effectivement des liquidités qui ont permis aux Algériens de disposer de monnaie. C'est une anesthésie locale sur un cancer. La monnaie ne vaut rien si elle ne représente pas une richesse produite. Elle peut provoquer un sentiment de bien-être très provisoire, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il a fallu arrêter la production de fausses monnaies, où les réserves de devises sont en train de fondre comme neige au soleil, et où le régime algérien est en train de réduire au maximum les importations. Le pays dépend de tout, il ne produit quasiment rien, y compris les médicaments, c'est-à-dire les produits de première nécessité commencent à manquer en Algérie. Vous ajoutez à cela une inflation qui est en train d'arriver, c'est-à-dire ce qui coûtait 10 aujourd'hui va coûter 15, 20 demain, après-demain, on risque d'aller vers une tension sociale extrêmement préoccupante. Nous sommes donc dans une situation d'impasse politique et de vide constitutionnel sur fond de crise sociale. Et si jamais on n'arrive pas à une phase de transition assez rapidement qui permettra de dégager une autorité crédible pour demander aux Algériens de faire preuve de patience, quitte et même d'accepter un certain nombre de sacrifices supplémentaires, je vois Gaïd Salah demandant aux gens de se serrer la ceinture pendant que lui, sa panse est en train d'enfler de jour en jour. Donc le pays est véritablement dans une situation particulièrement délicate. Quels sont les acteurs en place sur la scène politique algérienne? Il y a le peuple, il est dans la rue, qui dit ce que vous savez tous, système de gage, il y en a marre des généraux, pour un état civil et non militaire, etc. Bon, donc le message délivré par la population dans la rue et de manière permanente, c'est la mise à plat, l'évacuation du système politique qui prévaut depuis l'indépendance. Système politique qui est différent du régime ou du pouvoir.
un système, c'est un ensemble de clans, de sectes, de coteries, de clientèle qui dépasse largement les dépositaires de l'institution gouvernementale. Les Algériens demandent une mise à plat totale, un curetage général de la scène politique, de tout ce qui a handicapé le développement et l'émancipation démocratique du pays depuis l'indépendance. À côté de cette présence populaire dans la rue, il y a l'état-major de l'armée, dont je viens de vous dire, qui ont été rattrapés par leur vieux démon, c'est-à-dire l'arbitraire, le pouvoir occulte et l'abus d'autorité. Maintenant, l'armée est face réellement à la population. Il y a un troisième acteur, ce sont les puissances extérieures, qu'on peut scinder en deux groupes. Il y a les pétromonarchies, gravitant globalement autour de l'Arabie saoudite avec le soutien de l'Égypte, qui produisent, c'est les matrices du salafisme, et qui voient, vous comprendrez sans peine, la révolution citoyenne algérienne comme un danger, comme une pédagogie citoyenne et politique inacceptable, parce qu'elle prend le contre-pied des féodalités qui régissent leur société, où le citoyen n'existe pas, il y a des sujets. Et comme actuellement beaucoup de dirigeants algériens ont placé leur fortune, et elles sont colossales, chez les Émiratis, comme par ailleurs on sait qu'il y a d'autres moyens de chantage que les Émiratis exercent sur eux, nous sommes dans une situation où la tutelle politique des Émiratis, qui est un département algérien même pas, s'impose à la décision politique et même diplomatique de l'Algérie. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont les puissances occidentales, qui, dans un premier temps, voyaient les partenaires occidentaux sont très... Si on veut être gentil, on va dire qu'ils sont très rationnels. Si on veut être lucide, on va dire qu'ils sont très cyniques. Ils demandent aux dictateurs de bien tenir leur population pour pouvoir faire de bonnes affaires avec eux. Et lorsqu'ils ont vu que Bouteflika risquait de chanceler, qui a ouvert toutes les portes du pays ces 20 dernières années, sur le plan économique, il y avait comme une espèce d'appréhension, de peur, de perdre des avantages acquis et d'instabilité qui pouvaient aggraver les flux migratoires dont vous connaissez les problèmes que ça pose en Europe et notamment en France pour ce qui est de l'Afrique du Nord. Depuis maintenant, on va dire un mois, et c'est tout à l'honneur du Canada, dont l'ambassadrice a exprimé publiquement le soutien au peuple algérien, d'autres puissances, probablement sentant que le vieux monde est disparu, peut-être par intérêt pour préserver leurs intérêts à l'avenir, commencent à sortir du bois. L'ambassadeur de France récemment aussi a salué cette révolution exemplaire, ce qui est vrai, et qui honore les traditions de lutte du peuple algérien. Mais pour l'instant, nos partenaires étrangers, je parle des États démocratiques, attendent de voir si ce mouvement peut produire en son sein des instances qui peuvent effectivement le représenter et qui ne soient pas contestées et qui soient visibles et dont on entend réellement les mises en perspective du pays. Voilà à peu près où nous en sommes du point de vue de la situation sociopolitique, géopolitique et diplomatique. Je ferai juste un petit pas de côté pour vous signaler ce que vous savez tous, c'est qu'à nos frontières, la situation sécuritaire est des plus préoccupantes. Vous savez ce qui se passe en Libye, où d'ailleurs les mêmes puissances sont en jeu, la Turquie et le Qatar soutenant Sarraj, le Premier ministre, les Émiratis, l'Arabie saoudite et l'Égypte soutenant le maréchal avec de très grandes guillemets, Haftar. Si on se déplace un peu plus à l'ouest, vous savez aussi ce qui se passe à nos frontières avec le Niger et le Mali. Et c'est encore l'une des rares missions dont se prévaut
le chef de l'état-major pour se faire accepter par les puissances étrangères. En gros, il se présente comme le sous-traitant des intérêts sécuritaires du monde musulman au niveau de la frontière algérienne, c'est-à-dire aux portes du Sahel. Voilà à peu près la photographie générale de la situation telle que nous la vivons aujourd'hui en Algérie. Qu'est-ce qui peut se faire? Et qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui se fait? Le chef de l'état-major a dit, après avoir dit je suis avec le mouvement, etc., dit, je ne veux pas de phase de transition. Nous n'en parlerons plus. 2, ce qu'il faut, ce n'est pas un changement de système, c'est le remplacement d'un clan par un autre. C'est-à-dire, on va jeter le clan de Bouteflika, on va ramener un autre clan, et on va repartir comme en 14, quoi. Ce qu'il oublie, c'est que lui-même fait partie du clan de Bouteflika. C'est Bouteflika qui l'a mis là où il est, et c'est la plus grave et la plus dangereuse séquelle de Bouteflika, elle s'appelle Gaïd Salah, aujourd'hui. Indépendamment du fait que l'alternance clanique n'est pas la solution, mais le problème de l'Algérie. Mais il se braque, il sévit, croit encore de choses qui, à mon avis, sont fausses. Il pense qu'en brutalisant la rue, il peut faire peur. Je crois qu'il se trompe. Le sentiment de peur a complètement disparu sur le plan psychologique et dans le comportement politique dans la société algérienne. Et c'est l'un des rares à croire qu'il peut réanimer le cadavre politique du FLN. Comme sa parole ne porte plus, il essaye de mobiliser quelques pendants civils, je dirais plutôt en civil, pour faire ce qu'ils appellent eux des propositions, qui consistent à reprendre exactement la feuille de route de Gaïd Salah. Pas de phase de transition, on va aller vers l'élection présidentielle avec les dispositifs constitutionnels actuellement, c'est-à-dire pour élire un hyper-président, donc un autre potentat, et on relance la machine. Ce que demande une grande partie de l'opposition en phase avec la rue, c'est une phase de transition dont, à mon avis, il ne faut pas se précipiter de limiter la durée. On a entendu 4 mois, 6 mois. Les experts que j'ai consultés, pour plusieurs raisons, disent que les dégâts sont tels que pour créer les conditions d'une élection régulière, non contestable, transparente, il faut au minimum 1 année. Le fichier électoral contient plus de 3 millions de faux électeurs. Il y a aujourd'hui dans les institutions des responsables, souvent importants dans le service de sécurité, dans la justice, dans la diplomatie, qui ne peuvent décemment pas prétendre continuer à exercer des représentations, même de commis de l'État, dans une phase de transition visant au dépassement du régime. Il faudra nettoyer un peu tout ça en veillant à ne pas commettre des injustices. Enfin, les partis politiques ont besoin de temps pour se préparer, pour se faire connaître, pour se redéployer sur le terrain, pour aller concourir dans des conditions démocratiques à peu près acceptables, même si une élection régulière devait avoir lieu aujourd'hui, compte tenu du déséquilibre des temps d'antenne dont ont bénéficié les partis du pouvoir, il y a des chances que l'électorat se mobilise encore sur les coteries tribales ou parentales et que l'argent sale, les sacs shkara comme on dit là-bas, va probablement faire pencher la balance d'un côté que personne ne souhaite pour l'avenir du pays. Donc la phase de transition en matière de durée risque de ne pas être ce que certains ont avancé en termes de durée. 1. 2. Les gens disent, avant d'aller vers l'élection présidentielle, il faut abolir le régime de la monarchie républicaine qui sévit au jour d'aujourd'hui. Le chef de l'État algérien a absolument tous les pouvoirs et il n'est tenu de rendre compte à personne. C'est-à-dire, si jamais on va à une élection présidentielle aujourd'hui, on aura un nouveau dictateur au regard des lois qui sévissent aujourd'hui. Donc les gens disent qu'il faut aller d'abord vers des élections législatives, changer la constitution pour avoir un régime parlementaire ou au moins semi-parlementaire
qui soit contrôlable, où les contre-pouvoirs existent, où la séparation des pouvoirs soit formellement consacrée. Et ce n'est qu'une fois que la nature de régime sera définie par une assemblée, une nouvelle assemblée, que l'on pourra aller vers une élection présidentielle. Voilà à peu près quelles sont les propositions en passe. Maintenant, comment faire pour arriver à ce que cette alternative trouve les instruments de son effectivité? Personnellement, avec un certain nombre d'amis, nous avons essayé de tendre l'oreille depuis maintenant plusieurs semaines. Voici à peu près ce qui semble émerger ici et là. On va dire c'est 2 mois et demi, ces 2 derniers mois. Les gens disent que si jamais on laisse des gens se faire parachuter sur cette révolution, ce n'est pas forcément les plus indiqués qui seront retenus, et de toute façon, ils seront contestés, si ce n'est pas le parachutage que ça arrive. Vous avez tous entendu des noms qui s'autoproclament porte-parole ou représentants du mouvement, personne ne les a chargés. À mon avis, certains sont même secrètement dopés pour pouvoir émerger. Et ce n'est pas très bien. Ce n'est pas très bien du point de vue de la sécurité politique, parce qu'on est sûr de rien. Ce n'est pas très bien du point de vue de la représentation démocratique. De quel droit quelqu'un va se décider qu'il est représentant ou porte-parole d'une dynamique populaire qui entraîne la quasi-totalité du peuple algérien. Il faut donc régler ce problème de la crédibilité et de la fiabilité de la représentation. Beaucoup de gens disent, quitte à prendre un peu de temps, il est important que les régions fassent émerger de leur sein et de manière transparente et visible et constatable par tous les représentants les plus sûrs, les plus désintéressés et les plus fiables. Par ailleurs, il y a encore en Algérie, et c'est heureux et c'est tout à leur honneur, un certain nombre de catégories sociales qui ont tenu contre l'arbitraire, contre les tentations, contre les abus dont elles étaient victimes et qui sont aujourd'hui d'une activité remarquable sur le terrain. Les magistrats, il ne faut pas en compter. Ils ont montré le bout du nez au moment où ils pensaient que ça allait aller très vite. Et dès que Gaïd Salah a sorti son bâton, ils sont repartis. Et le serment qu'ils ont pris de ne jamais juger les militants de la révolution, ils l'ont oublié. Ce sont eux qui sont en train de juger au téléphone des citoyens et des jeunes qui n'ont absolument rien fait. Par contre, l'ordre des avocats est en train de faire un travail qui honore la profession. Je ne dis pas que tous les avocats d'Algérie sont des enfants de cœur, mais beaucoup sont en train de se battre pour assurer la protection des droits de la défense et surtout de participer à l'émergence d'une justice digne de ce nom. Je peux en dire autant de la profession de mes confrères médecins. Beaucoup sont en train de se lever pour dire nous n'acceptons pas les injonctions qui peuvent nous amener à dire ou à écrire ou à prononcer des décisions médicales qui ne reflètent pas ce que notre savoir-faire, notre expertise et notre âme et conscience nous commandent de faire. Vous savez tous que Bouteflika, mourant, il s'est trouvé des professeurs de médecine pour faire un certificat certifiant que c'était Einstein. Qu'il était lucide, qu'il était génial, que son cerveau fonctionnait mieux que celui de tous les Algériens, etc. Eh bien, dans la corporation médicale, une bonne partie se bat pied à pied pour refuser que la santé et l'intimité des Algériens ne soient le marchandage d'un pouvoir extramédical. La corporation des architectes aussi. J'ai vu le rapport qu'ils ont fait concernant la fameuse mosquée d'Alger, qui est une horreur architecturale, qui a définitivement balafré la baie d'Alger et qui a coûté une somme qui surprendra plus d'un lorsqu'elle sera rendue publique. On est vraiment loin du 1,7 milliard. On peut multiplier quasiment par 10 le prix de cette mosquée. Par 10. Un peu moins, mais bon, on n'est pas loin. Et pour la réaliser, Bouteflika a rayé d'un trait de plume 5 centres hospitalo-universitaires de dernière génération.
Tlemcen, Alger, Tizi Ouzou, Constantine Ouargla. L'ordre des architectes est en train de se battre pour protéger l'urbanisme, l'environnement, la cité algérienne dans sa configuration physique. Bref, il y a un certain nombre de catégories socio-professionnelles qui sont dignes de considération et de confiance, qui peuvent faire partie de cette convention qui regrouperait donc les représentants effectivement désignés par les régions, les catégories sociales, et je pense, je m'adresse à vous, je ne conçois pas un cénacle, un conclave, une convention où se déciderait le destin de l'Algérie démocratique sans une présence massive de la communauté émigrée, nord-américaine et européenne. Voilà à peu près ce qui est en train de mûrir actuellement pour dépasser et régler une fois pour toutes le problème de cette représentativité de la révolution. Si on ne le fait pas, ce sera extrêmement difficile. D'une part, il n'y a pas, à ma connaissance, de révolution pacifique qui est aboutie et qui a fait l'économie d'une convention. Ça n'existe pas. Je ne parle pas des révolutions violentes. Là, c'est une lutte armée, on prend, on renverse un pouvoir. C'est autre chose. Mais des révolutions pacifiques, il n'y a pas d'exemple où, même des fois avec ferveur, avec générosité, une population se lève, si elle n'arrive pas à créer une matrice dans laquelle les meilleurs de ses représentants peuvent donner sens et consistance à la demande populaire, en général, ça a toujours été échoué. Vous connaissez la commune de Paris, on peut prendre des exemples plus près de nous. Vous connaissez très bien les questions des Haroches en Kabylie. 4 personnes, à mon avis, dont au moins 2 ont été largement dopées par les services, se sont proposés et proclamés représentants de la population, malgré 128 morts, malgré une adhésion de la population. Ces 4 personnes ont coopté des petits copains dans certains villages. Au bout de 3-4 mois, on les a tous retrouvés au Club des Pins, en train de... dans des orgies et des agapes, avec quelques enveloppes, et tout s'est éteint, c'est parti en Java. Il faut éviter ce qui s'est passé avec ces délégués autoproclamés des Haroches. C'est une leçon. Mais il y a des exemples de par le monde, je veux dire, où des mouvements ont été parasités par des parachutages et qui ont déraillé. Donc la seule manière de régler cette question de sécurité politique et d'efficacité démocratique, c'est cette convention où il y aurait donc 3 catégories, 4 000, 5 000 personnes, peu importe, représentants des régions, catégorie sociale où la population a vu se mobiliser et tenir face à l'arbitraire, et diaspora, l'immigration. À partir de là, cette convention peut effectivement élire en son sein une présidence collégiale. Les Algériens actuellement ne veulent pas entendre parler dans la phase de transition d'une personne, au niveau de la présidence symbolique. Et à mon avis, ils ont raison. Une personne, elle peut être tentée, elle peut être sujette à pression, elle peut abuser ensuite de sa fonction. S'il y a 3 ou 4 personnes, c'est beaucoup plus facile à gérer. Deuxièmement, il y a une opinion, à mon avis, qu'on peut entendre qui dit que les personnes qui doivent s'impliquer dans cette transition, pour être sûres qu'elles feront au mieux des intérêts du pays et du peuple, la mission qui permette à la République de naître ne doit prendre l'engagement public et solennel de ne plus jamais se présenter aux élections ultérieures. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est-à-dire ceux qui seront présents pour assurer le passage du gué n'auront pour mission que de gérer la phase de transition pendant cette période-là. Après, ils s'engagent à ne plus postuler à des responsabilités, quelles qu'elles soient. En plus de cette présidence collégiale, cette convention peut dégager en son sein un gouvernement de technocrates qui n'engagera pas l'Algérie dans des grands contrats, qui ne déterminera pas, qui ne lancera pas de grandes stratégies, parce que ça reviendra au pouvoir qui sera élu démocratiquement ultérieurement. Mais il faut bien que l'administration tourne, il faut que les salaires soient payés, donc un gouvernement de transition, on peut le trouver dans la corporation des médecins, chez les avocats, chez les architectes, etc., etc.
De cette convention aussi peut sortir la commission d'organisation des élections. Je dis organisation et pas de surveillance. C'est-à-dire elle doit s'occuper de préparer les élections en amont, pendant et après le vote. C'est tout le processus électoral qui doit être pris en charge par une commission effectivement indépendante. Enfin, et ça c'est un brillant avocat jeune de l'immigration qui a fait cette proposition, il intervient souvent dans le quotidien Liberté, qui dit que pour éviter que la future constitution ne contienne des règles antidémocratiques, il faut que dans cette convention, un certain nombre d'experts constitutionnalistes, non pas pour imposer des choses, mais pour attirer l'attention, pour dire « Ah, attention, si vous mettez ça dans la Constitution, demain ça va piéger les générations futures. » Voilà à peu près où en sont les débats au jour d'aujourd'hui. Alors on peut dire, les gens disent ça commence à traîner, c'est normal que ça commence à traîner. Nous avons tous été surpris par ce qui se passe en Algérie. Personnellement, j'étais persuadé, j'ai vu qu'on a retiré une de mes interventions sur France 2, une autre sur France 24 d'il y a quelques années de ça, où je disais le pouvoir algérien est inamendable, c'est pas de la radicalité que de demander son départ, c'est pas de la surenchère, c'est pas de l'accès. On a tout fait pour lui donner les chances de pouvoir évoluer patiemment, tranquillement, pendant qu'il en est encore temps, il en a été incapable. Je savais que ça allait se terminer dans la rue. Mais j'avoue ne pas avoir pensé que cette contestation allait prendre cette forme. Moi, tous mes enfants ont fait leurs études primaires et secondaires en Algérie, donc je sais ce qu'ils ont mis. Certains d'entre vous doivent le savoir aussi. Pour ceux qui sont arrivés récemment, ce que le régime a mis dans les programmes scolaires. Le pouvoir algérien, et ça c'est un crime d'État, a pensé aliéner définitivement la jeunesse par le sectarisme, par l'intolérance, par la xénophobie, par la haine de l'autre, et puis la haine de soi d'ailleurs à la fin. Ils n'ont pas pensé que d'une manière complètement inattendue et heureuse, cette jeunesse, elle se fera nafous. Et aujourd'hui, dans la rue algérienne, je parle de ce que j'ai vu et que j'ai constaté de visu, la révolution est à majorité dominée par les jeunes et les femmes. Votre président s'est félicité, et je le rejoins, de ce que la présence de l'assistante soit au moins en moitié peuplée de femmes. Ben c'est pareil dans la rue algérienne. Mon intime conviction, c'est que cette révolution n'aurait pas tenu s'il n'y avait pas une présence féminine aussi importante dans la foule. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, donc on ne pouvait pas très rapidement aller vers une structuration de cette révolution. D'abord, on ne savait pas si ça allait durer, on ne savait pas où quel allait être le slogan, la demande essentielle. Maintenant que tout cela est fait, les gens disent il faut continuer à maintenir la pression, ok, parce que ça c'est le moyen d'acculer le pouvoir à céder, mais il faut maintenant, au-delà des manifestations, penser à donner une forme, une visibilité, une projection à cette dynamique de contestation. J'ai essayé de traduire ça d'une formule, il faut transformer un rejet en projet. Voilà. Donc on est à peu près dans cette phase-là. Je terminerai, avant de vous donner la parole, en vous livrant un peu ce qui est en train de se discuter, même si ça n'a pas été complètement finalisé. Il se dit, les gens disent, et je suis d'accord avec ça, qu'il faut maintenant qu'on pense à inventer d'autres formes de lutte. En plus des marches qui doivent être maintenues, Gaïd Salah ne lâchera pas le pouvoir. Il faut le savoir. Il n'est pas dans une démarche de compromis ni de discussion. Il n'y a que les petites équipes civiles qui lâchent pour dire on va entamer le dialogue, qui font semblant de croire qu'il est disposé à dialoguer. Son message est clair. Pas de transition, pas d'alternative démocratique, élection présidentielle que je contrôle, et j'aime autant vous dire que quelqu'un qui arrête les anciens maquisards, les jeunes, les femmes, ne va pas s'empêcher de bourrer les urnes s'il va dans une élection présidentielle. Donc il va falloir assumer le bras de fer avec lui sans tomber dans les provocations qui ne manquera pas de tendre à la révolution. Il y a des formes de lutte qui peuvent être plus contraignantes. La grève générale en est un. Les gens confondent d'ailleurs grève générale et grève
perpétuelle. Grève illimitée, ça n'a rien à voir. Grève générale, ça veut dire que l'ensemble des secteurs doit être paralysé 24 heures, quitte à reconduire l'affaire 10 jours, 15 jours plus tard. Une grève illimitée, ça veut dire que c'est tout le temps et permanent, évidemment. Aucune population ne peut tenir devant ce genre de contraintes. Il y a la désobéissance civile, qui est maintenant légitime, parce que le pouvoir est lui-même, il est illégitime depuis 1962, parce qu'il a été mal élu. Mais il est illégal au regard de ses propres lois. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, aucun dirigeant ne peut se revendiquer de la Constitution pour signer un décret, prendre une décision ou engager l'État. La désobéissance civile, dont il faudra trouver les formes, peut être aussi une manière de lutter et d'augmenter la pression sur le pouvoir pour le faire céder et que l'Algérie, enfin, renoue avec le destin qui a été brisé au Caire en 1957, lorsque la France, l'Égypte et le courant militaro-populiste ont décidé de la mort politique du congrès de la Soumam et même de la mort physique de son architecte Abban Ramdan Thenmerthnoun.